Bonjour. Donc, nous avons pensé qu'il pouvait être intéressant de faire une sorte de rappel pour nous, mais peut-être d'énoncer simplement direct pour vous des processus, d'un processus qui est lié au phénomène de la douleur, ce qu'on appelle la douleur chez l'humain. Donc, je fais référence à une expérience que vous avez peut-être faite à un moment ou à un autre, et tenter de le remettre dans ce contexte de la conscience. Et la conscience de quoi? La conscience d'avoir mal. C'est ça l'idée, toute belle. Pourquoi on parle de la douleur? Donc j'ai une série de premières diapositives qui sont des énoncés de définition. Comme nous allons donner ces diaporamas à votre assemblée, votre association, je vais passer très vite. Mais sachez que quand on parle de douleur, il y a des définitions qui ont été fabriquées avec de nombreuses discussions entre scientifiques. La notion de scientifique ici, par cette association internationale pour l'étude de la douleur, comprend des chercheurs, comprend des enseignants, mais comprenez aussi des philosophes et des gens qui réfléchissaient de manière plus éthique à cette question de la douleur avec tout ce que ça a enclenché. Tout ce travail-là a été fait, comme pour la conscience, par des hommes, pour l'homme. On parlait de la douleur humaine. Vous voyez, donc toujours le même problème se retrouve pour des gens qui s'occupent des espèces animales. Donc, juste l'énoncé de base est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire qui est réelle ou potentielle, vous voyez donc l'anticipation, ou bien décrite en termes évoquant une telle lésion. Cette définition, par essence, s'applique à l'homme, puisqu'on parle de décrite en termes qui. Paf. Donc, il a fallu adapter cette définition et proposer quelque chose qui semblait adapté aux animaux. Et en fait, ça a été deux vétérinaires qui ont dit que c'est une expérience sensorielle et émotionnelle, cette fois-ci aversive, parce que désagréable, qu'est-ce qui nous le dit? C'est l'homme. Aversif, on peut le mesurer par un comportement. Je retire ma patte, je m'enfuis. Représenté par la conscience que je mets qu'ils ont mis et que je souligne entre guillemets, on va y revenir, pourquoi ce guillemet, que l'animal a de la rupture ou de la menace de rupture de l'intégrité de ses tissus. C'est une définition en anglais. Le mot qui était utilisé, c'était awareness, c'est-à-dire, en français, ça serait plutôt l'alerte, le fait de savoir, le fait d'être averti que quelque part, là, il faut que je retire ma patte. Vous voyez la différence et la difficulté quand on parle de conscience par rapport à awareness, c'est-à-dire l'alerte. Le fait d'être averti, le fait d'avoir une machine, système nerveux, qui vous dit, là, il y a quelque chose qu'il faut vite supprimer, ou en tout cas, il faut s'en protéger. Je passe l'étymologie, qui est intéressante dans une perspective d'être humain. Je vous la donnerai après. Alors, douleur, donc, on est à cette définition, et ça déclenche quoi? Ça déclenche des choses qu'on peut voir chez l'animal, justement, qui sont dans l'ordre de l'aversif. Des réactions motrices de protection, retirer sa patte. Des réactions neurovégétatives, par exemple une accélération du rythme cardiaque, ou un arrêt momentané du rythme respiratoire. Comme ça. Des réponses d'évitement qui vont être apprises. Le chien qui s'est fait coincer la patte dans tel endroit aura du mal à retourner dans un premier temps dans cet endroit-là. Et puis des modifications durables de comportement qui impliquent des phénomènes de mémoire. Alors il y a un autre terme, et dans les premières discussions qu'on a eues avec votre président, qui fut le nôtre, on parle de souffrance. Et si vous écoutez justement ce bruit, ou cette rumeur qui monte, cette rumeur sociale, à propos du mauvais traitement que nous réserverions, nous humains, en tout cas en élevage, aux animaux, on parle beaucoup de souffrance et on parle plus volontiers de souffrance que de douleur.
Parce que le terme souffrance évoque quelque chose de très puissant pour nous, auditeurs humains. Et cette même association a défini la souffrance comme un état émotionnel de détresse associé aux événements qui menacent l'intégrité biologique ou psychologique. Vous voyez, on amène d'autres dimensions dans cette définition. Et la question, évidemment, est de savoir quel est le degré de souffrance, ou si même elle existe, chez des espèces animales. Alors la souffrance chez l'homme accompagne souvent une douleur sévère, mais peut très bien intervenir en absence de douleur. On peut souffrir de la disparition d'un copain. Et il n'y en a pas d'atteinte physique. Et on va avoir des manifestations émotionnelles et des manifestations physiologiques qui vont être associées. Donc le corps va réagir sous la commande du système nerveux central, dans une situation de souffrance. Et d'ailleurs, pour revenir non pas à un neurobiologiste mais à un philosophe, Paul Ricoeur, dans un article qu'il avait fait et qui s'intitule « La souffrance n'est pas la douleur », il disait, par-delà l'emploi des termes, l'une, alors la douleur, et l'autre, la souffrance, ont chacune leur signe. Du côté de la souffrance, on va réserver des affects ouverts sur la réflexivité, le langage, l'altération du rapport à soi et à autrui, le rapport au sens et la diminution de la puissance d'agir. Il est évident que c'est un philosophe. Il parle en tant qu'être humain à d'autres êtres humains. Qu'est-ce qui, là-dedans, peut concerner l'animal? Ça, c'est aussi une question. En général, quand on est neurobiologiste, on cherche à éviter soigneusement parce que c'est vraiment trop difficile. Et ça n'empêche qu'on peut, certains peuvent s'y risquer. Donc, une série étymologique. Et puis un troisième terme qui est beaucoup utilisé en biologie, la nociception. C'est un concept qui a été fabriqué par un biologiste, un neurobiologiste anglais, Sherrington, en 1908. Vous voyez, c'est pas tout nouveau. Il a forgé ce terme à partir de deux racines latines, novicus qui veut dire nocif, et réception. Donc la réception de ce qui est nocif. Et c'est une modalité sensorielle qui est mise en jeu par tout stimulus capable de produire une lésion tissulaire. Cette nociception, ça se réfère à une approche très pragmatique et expérimentale, ce qu'était Sherrington, un expérimentateur, c'est-à-dire j'appuie sur la patte d'un chat jusqu'à ce que le chat miaule ou veuille s'en aller, ok ? Je fais une expérience. Je ne suis pas en train d'interroger le chat. Mon interrogation, c'est voir la réaction comportementale du chat. Le comportement pouvant être une vocalisation. Bon. Et l'enjeu a été ensuite, par les neurosciences, de mettre en évidence l'existence de récepteurs particuliers aux stimulations nocives, qu'il a appelé des nocirécepteurs ou des nocicepteurs. Donc c'est des récepteurs du système nerveux qui existent, des terminaisons nerveuses qui sont préférentiellement sensibles à un stimulus nociceptif et pas à d'autres stimuli. Vos cornets de vos yeux, si vous y faites attention un instant, une petite poussière de rien qui arrive sur votre œil, vous dites ça fait mal. Sur le plan du tact, non pas le tact social, avoir du tact, mais la sensation tactile, c'est rien. Et c'est tout de suite interprété par le système nerveux en termes de nociception. Donc ça déclenche des réflexes de protection, le premier réflexe de protection étant le réflexe palpébral. Et puis, la montée des larmes. Tout ça pour protéger un tissu qui est particulièrement vulnérable. Okay ? Il n'y a pas de sensation tactile au niveau de la cornée. Il n'y a que des sensations nociceptives qui déclenchent une série de réflexes. Ça, c'est de la nociception. Donc, douleur et nociception, ce n'est pas tout à fait pareil. Et pour revenir aux définitions conçues par les hommes, quand on dit il y a conscience au sens d'alerte, d'awareness, ça permet de distinguer la nociception élémentaire qui déclenche une sensation élémentaire avec toutes les réactions de protection. On est dans des dimensions relativement plus simples d'élaboration d'une réponse, plutôt du côté des réflexes. Et la douleur qui est l'expérience émotionnelle aversive ou négative ou désagréable qui va s'ajouter à l'expérience sensorielle, qui suppose bien sûr la participation d'autres centres nerveux, plus complexes. L'expérience désagréable est utilisée pour l'homme.
car il peut témoigner. Aversif, c'est la dimension comportementale dont je vous ai parlé. Douleur nociception, comment pratiquement ça s'étudie? Alors, quelques exemples d'ordre méthodologique ou expérimentaux. La nociception, puisque c'est l'expérience élémentaire, elle peut être attestée chez un rongeur comme le rat par la réaction de retrait de la queue, ce qui s'appelle en anglais le tail flick, la queue du rat qui est... Bon. Alors, comment on fait ça? Comment on fait ça en laboratoire, en des situations bien précises? Et on va montrer que cette réponse de retrait, elle implique des circuits de participation assez élémentaires dans la moelle épinière ou au niveau postérieur de l'encéphale, dans le niveau du bulbe ou du pont, on appelle ça le pont, la partie bulbaire du cerveau. Et on a des petits systèmes qui montrent qu'il va y avoir des réflexes élémentaires, des retraits, des sauts, des spasmes, des réponses neurovégétatives d'alarme, des réactions de défense et des réactions émotionnelles qu'on va pouvoir estimer, évaluer, mesurer à l'aide du signe que sera la mémorisation de cet événement aversif. On va remettre l'animal dans la même situation, on va voir comment il réagit. Et pratiquement, on fait comme ça. Cette petite machine, c'est quoi? C'est quoi? Eh bien, on pose dans ce petit truc, je vois déjà des demoiselles qui font des grimaces. Elle dit, mais c'est vraiment des bourreaux, ces mecs. Pas tant que ça. Ça, c'est une machine, bon, électronique, on s'en fiche. Dans ce tube en plastique ouvert, on a coincé un rat. Le rat n'est pas content, donc il a une réaction de stress à l'immobilisation. Comme on sait ça, comme d'autres collègues nous ont appris qu'il y a la réaction de stress à l'immobilisation, on refait la mise en situation d'immobilisation, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, et on constate que la réaction de stress s'évanouit, disparaît progressivement, parce que le rat dit « Tiens, ça le reprend, il me bloque, mais il me fait pas mal. Donc, bon, bah, je supporte ça. » Vous voyez déjà toute cette opération, simplement l'habituation. Et, un jour, vicieusement, vous voyez que la queue porte sur un contact métallique. Ah, on se met, avec cet appareil, à chauffer la queue. Il n'est pas question de faire un pot-au-feu, il est question de déclencher à partir d'un certain seuil de réponse, donc à partir d'une certaine température physique, et la température, elle peut monter comme ça ou elle peut monter progressivement, la queue, hop, dans un réflexe, s'en va de ce contact. Et on mesure des temps de réaction. C'est simple. Eh bien, sachez que ce petit système très élémentaire a servi de base pour élaborer l'efficacité de 80% des analgésiques qui sont utilisés en médecine humaine et en médecine vétérinaire. Tout. Simple. Donc, vous voyez, votre grimace et vos sourcils froncés doivent être modulés par un effet positif en finale. Mais il est bien certain que ça ne concerne pas d'autres types de douleurs beaucoup plus complexes. Et là, il va falloir passer à autre chose. Passer à autre chose, ça suppose d'interroger un animal qui est, entre guillemets, libre dans sa cage. Il est en cage, mais bon, il peut bouger. Pour évaluer un niveau de nociception, de douleur ou d'inconfort post-opératoire, par exemple. Et comment on va mesurer ce niveau-là de nociception? Alors, je vais vous présenter une série de dessins sur un rat. Je vous préviens, mademoiselle, il y a des dessins qui ne sont pas très... J'ai pas mis une vidéo exprès. Bon, voilà. Il y a un rat qui est dans différentes situations posturales. Et vous voyez qu'il se passe des choses. Il n'était pas mort là. Je précise. Qu'est-ce qu'on lui a fait? On a injecté en intrapéritonéal quelques petites gouttes d'une solution physiologique avec de l'acide acétique. Ça brûle, ça pique, c'est pas sympa. Et on regarde à ce moment-là l'évolution du comportement. Jusqu'à ce que le rat, par exemple, se frotte l'abdomen par terre, bon, bah, comme quand on a mal, c'est simple. Et on peut coder toute cette séquence comportementale et la répéter. Et on peut bien sûr faire des enregistrements dans le cerveau de ces animaux, voir où ça se passe, quelles sont les zones qui s'activent. Un autre niveau d'expression comportementale, puisque certains d'entre nous, pas vous, nous les méchants, on pouvait douter que l'animal avait des manifestations un peu élaborées au niveau de la face. La grimace de douleur, la grimace par empathie vis-à-vis des animaux que manifester. Mais si, c'est important.
Et alors, codage des expressions faciales de douleur chez la souris de laboratoire. Tiens, et bien regardez, voilà. Il y a des chercheurs qui ont fait des opérations, une ouverture de l'abdomen sous anesthésie. On referme et on remet l'animal, comme ça, direct dans sa cage. Sauf que là, au lieu d'aller regarder le lendemain matin et de demander à notre animalier, bon, ça va bien, elle est revenue à elle, oui, oui, ça va, elle mange, elle boit. On regarde pendant la phase post-récupération de l'expérience avec une caméra. Et alors, on va voir des niveaux de douleur qui s'expriment par des mimiques. Et comme, là, vous voyez, la paupière qui se referme un peu. Comme le nez de la souris, je ne vais pas vous faire toutes les mimiques de la souris, mais qui fait ça, qui se rétracte un peu, avec les moustaches. Si, ça vous amuse, je sens, mais oui, bon. Les joues qui se creusent. La position des oreilles, c'est très important. Et alors ça, on le retrouve chez nombre d'espèces animales en élevage. Position des oreilles. Ou bien la position de changement des vibrisses. Voilà. Et on peut systématiser ça, faire une observation vidéo et voir à ce moment-là quel est le niveau de douleur que l'animal va exprimer. Alors, douleur physique, ça comporte une composante émotionnelle, affective. Il s'agit du corrélat psychologique qui est associé à un réflexe qui est inné de protection de l'intégrité individuelle. La douleur, c'est plus difficile à évaluer qu'un simple réflexe. Ça suppose la participation de centres intégrateurs sensorimoteurs, de populations neuronales qui sont compétentes pour traiter les informations à caractère émotionnel. Donc on met en jeu tout un ensemble de circuits neuronaux bien plus complexes. Alors, un schéma fonctionnel de la douleur, d'abord, ça peut montrer, pour vous donner une idée de la façon dont, en neurosciences, on se représente ce fonctionnement. On dit que c'est d'une sensation plurimodale. Donc, il y a les stimuli qui sont nociceptifs. Oui, 5 minutes, crac, il me fait mal rien qu'à l'idée, je suis stressé, et mon petit cœur commence à s'accélérer. Vous voyez, simplement un signal. Il ne m'a pas touché, il ne m'a pas fait mal, mais voilà. Donc, c'est les stimuli nociceptifs que les animaux peuvent vivre, soit en expérimentation, parce que nous sommes des méchants, vous pensez, soit certaines pratiques d'élevage, qui sont dites courantes, et qui viennent agir sur tout un ensemble de systèmes qui comprend une analyse qui va donner une sensation, des éléments de cognition, le travail cognitif, mon camarade vous en a parlé avant, les éléments cognitifs qui s'intègrent à la conscience, et puis les émotions. Et c'est cet ensemble-là, cette espèce de triangle, ça c'est une schématisation, qu'on va appeler l'expérience subjective de la douleur. Et là-dessus agissent deux composants qui viennent complexifier la chose, des composants qui viennent du milieu physique et social dans lequel l'animal fait l'expérience de la nociception de la douleur. Il est dans un milieu naturel, il est dans un milieu nouveau, familier, en cage par en cage. Et puis l'expérience précoce, c'est-à-dire tous les appels à la mémoire de ce qu'il a déjà vécu, ses conditionnements. Tiens, revoilà le type en blanc qui me met toujours dans le tube et qui me coince. Voilà, c'est de la mémoire. Ça met en jeu tous ces processus-là. Et ces processus-là viennent moduler l'axe cognition-émotion, qui va retentir, par exemple, sur l'évaluation de la situation. Souvenez-vous du schéma animé sur lequel Patrick a terminé, vous savez, cet ensemble-là. Alors, on fait intervenir la mémoire, l'évaluation, et à partir d'une émotion, on déclenche une commande qui va se manifester par la motivation à faire quelque chose et la sortie des réponses comportementales que nous, chercheurs, pouvons observer. Sortie comportementale, neuroendocrine, nerveuse et tout ça. Et c'est dans ce processus-là qu'apparaît quelque chose qui s'est appelé la conscience d'avoir mal. C'est-à-dire le fait d'être averti, aware, alerté. D'accord? Ça va, ce mécanisme-là?
Non, j'ai bien conscience, moi aussi, que ça ne va pas de soi quand on modélise quelque chose qui est un phénomène presque banal de la vie courante. Alors, ces liens conscience et douleur, donc douleur, ça fait appel, c'est une expérience sensorielle émotionnelle, et la dimension émotionnelle de la douleur avec ses conséquences n'est pas évoquée dans toutes les définitions que je vous avais décrites avant. Maintenant, les investigations cliniques s'intéressent aussi aux dimensions émotionnelles et psychologiques de l'aspect douleur. Et chez le sujet humain, la conscience de douleur chronique va altérer l'image corporelle. Et au-delà de ça, c'est l'image de soi. Donc, c'est la conscience réflexive. Image du corps, tous les animaux en ont une, plus ou moins élaborée, plus ou moins fine. Même un ver de terre. Il y a forcément... dans le fameux Caenorhabditis elegans qui est utilisé par nombre de chercheurs en génétique, il y a 302 neurones, et de ce réseau neuronal émerge une forme de conscience élémentaire de la représentation de ce corps-là, qui est en train de vivre quelque chose. On est loin de la conscience de soi, mais on est proche de l'idée qu'il y a un substrat qui représente le corps qui est en train de subir ou de vivre ou de ressentir une sensation particulière qui est la douleur. Mais on peut généraliser ça à d'autres sensations et à d'autres émotions. Alors, évidemment, pour nous, voilà la question qui s'est posée dans le premier rapport et qui se pose vis-à-vis de ce qu'on a appelé la conscience, mais qui est un terme complètement piégeux, comme diraient les Canadiens, au sens où nous, humains, quand nous entendons ce terme conscience, et qu'on dit quelle est la forme de conscience chez les animaux, spontanément, on va entendre « Ah, c'est la conscience de soi ». Et il y a eu des séries d'expérimentations qui cherchaient à voir si le chimpanzé, la baleine, le dauphin, le jet buissonnier qu'affectionne Pierre Lenindre, ont une conscience d'eux-mêmes. Ou est-ce que c'est simplement une conscience de son corps, ou de l'intégrité de son corps? Vous voyez toute la différence. Mais je suis obligé, nous sommes obligés de parler de conscience animale. Et c'est un terme qui peut mener à des mauvaises interprétations. Parce qu'on va pouvoir dire que la conscience est une propriété émergente dans la phylogénèse, et pourquoi pas parler de la conscience du poulpe. Et pas se limiter simplement aux vertébrés. Et ça, on peut partir de ce cas particulier qu'est la douleur. Et je pense que je vais arrêter là pour terminer, comme ça, ça permettra à Pierre de présenter des conclusions opérationnelles. Qu'est-ce que nous, humains, collectivement, allons fabriquer de ce savoir-là qui existe pour la douleur, qui est en train de s'élaborer pour ce qu'on appelle la conscience animale, de la part de tous ceux qui sont en confrontation ou en utilisation ou en relation avec les espèces animales. Qu'est-ce que je fais de mes vaches? Comment je le fais? Ce qui a amené certains à dire non, on arrête de les utiliser. Vous voyez toutes les conséquences éthiques que cela comporte, en partant simplement d'une approche comme cette horrible situation expérimentale où je coince mon rat dans un tube et puis je lui chauffe la queue. Et puis je regarde quand est-ce qu'il répond et je lui injecte de l'aspirine ou de la morphine et puis je regarde après quelle température la queue s'en va. Ce qui donne une idée de la puissance de l'effet de l'anesthésique ou de l'analgésique ou de l'euphorisant. On peut très bien imaginer ça. Qu'est-ce que faisaient les soldats, les médecins soldats des armées napoléoniennes? C'est le coup de gnôle avant l'amputation. Voilà. Donc j'arrête là. Et Pierre, je vais te passer la main. À mon avis, la main
Bien, va suffire. Pierre, tu as accepté tes petits camarades de gentiment refiler le bébé. Oui, en me fusillant mon introduction. Mais je crois que tu étais d'accord pour dire qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Donc, exactement. voilà. C'est l'objet.